De détection des coupes rases dans les forêts tempérées en France métropolitaine par imagerie satellitaire radar. Alors, c'est un projet qu'on a fait avec David et d'autres, avec le CNES, avec le CESBio, avec l'INRAE et avec le CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Voilà, on a tous les co-auteurs de l'étude sur la gauche. Donc, Juan qui est là, Milena Planel, c'est elle qui gérait le projet. On a David. Et, en fait, c'est un projet qui s'appelait Sufosat. Donc souvent, les coupes rases, les gens l'appellent les coupes rases Sufosat. C'était un projet qui était financé par l'ADEME. Voilà. Donc dans ce cadre-là, il y avait la classification des peupliers par David. Il y avait plusieurs aspects, y compris les coupes rases. Donc voilà, ce qu'on vous montre là aujourd'hui, ce sont les résultats issus de ce projet. Alors, ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, je m'excuse, les slides vont être en anglais. Alors j'en suis désolé, c'est simplement que là, ce mois-ci, là en juin, je vais présenter plusieurs fois cette présentation et ça va être tout le temps en anglais sauf aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que le choix a été fait en anglais. Voilà, je suis désolé. Mais en tout cas, le contexte des forêts françaises en France métropolitaine. Là, je vous apprends pas grand-chose, je pense, mais on a une zone forestière qui est supérieure à 17 millions d'hectares. Les forêts françaises, elles séquestrent environ 10% des émissions de gaz à effet de serre en France. Bon, bien sûr, c'est le refuge d'une certaine biodiversité. Et aussi, on a besoin de ces forêts comme ressource économique pour la demande en bois. Et cette demande, d'après les prévisions, va augmenter à l'avenir. Et ces forêts, elles sont menacées en partie à cause du changement climatique. On a de plus en plus de sécheresse, des vagues de chaleur, ce qui rend les forêts particulièrement vulnérables aux maladies, aux scolites et autres parasites, etc. Donc, on a la mortalité dans les forêts françaises qui a augmenté significativement ces dernières années, et d'ailleurs, c'est le cas aussi en Europe, hein. C'est le cas en fait dans les forêts tempérées en général. Et d'après l'IGN, on a environ 5% des forêts françaises qui sont en déclin en ce moment. Et d'après l'ONF, en 10 ans, dans les 10 dernières années, la capacité des forêts françaises à absorber du carbone a été divisée par deux. Voilà. Et en revanche, au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne en général, on a certaines informations, bien sûr, sur l'état des forêts et les coupes rases, mais ces informations, elles sont encore, sur certains aspects, encore assez limitées, en tout cas, peuvent être améliorées. Par exemple, on n'a pas de cartographie, on n'a pas vraiment de système opérationnel de cartographie continue, en anglais wall-to-wall, qui soit vraiment très précise. Et dans ce cadre-là, on a un besoin vraiment on a un besoin important d'avoir de plus en plus de données précises sur les forêts françaises et européennes. Et dans ce cadre-là, bien sûr, on a les données satellites qui permettent un suivi à grande échelle, rapide, ça c'est grâce aux données radar, des coupes rases, et ce qui permet par exemple de pouvoir d'être complémentaire avec les données qui existent déjà, comme les données de l'inventaire forestier national, hein, de l'IGN. Qui est effectué en continu, mais qui n'est pas, enfin, qui est avec une mise à jour sur toute la France, qui est seulement toutes les années. Voilà. Donc pour cette dernière phrase, hein, en ce qui concerne l'apport des données satellites, etc., vous pouvez avoir plus de détails dans le rapport scientifique de l'expertise sur les coupes rases qui était sorti en 2023 que vous connaissez peut-être, j'imagine. C'est 700 pages, mais c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était le contexte. Alors on a des systèmes de détection des coupes rases qui existent déjà, enfin des coupes rases, en tout cas de ce que les gens appellent en général perte de couverture forestière. En tout cas, il y a des systèmes qui existent sur la France métropolitaine. Alors par exemple, on a le système de l'INRAE, hein, à la base de Kenji Osé, donc qui est système français, qui n'est pas ouvert. La technologie, elle est, bon, bah, elle est basée sur les données optiques Sentinel-2 et on a une détection temporelle annuelle. Les détections sulfosate, ce sont celles que je présente aujourd'hui. Alors la différence, c'est que nous, les données elles sont ouvertes. C'est basé sur la technologie radar et on a des détections dans ce cadre-là tous les 15 jours. Ensuite, on a par exemple, bon, ce que je l'ai appelé TU, mais en fait, c'est l'université technique de Munich
en Allemagne. Là, ce sont des cartes européennes basées sur des données optiques qui sont annuelles et qui sont ouvertes. Alors, par contre, je ne pense pas qu'ils aient fourni les données récentes 2023-2024. Bon, il faut que je vérifie, mais je ne suis pas sûr. On a le système de Sasan Sachi aux États-Unis qui s'appelle Lucas, qui est sorti en 2023, qui lui est global, hein, basé sur Sentinel-1, mais par contre qui n'est pas ouvert. Alors bon, bon, tu le connais hein, bien, hein, David, je pense, Sasan, il dit toujours que si on lui demande, il peut donner les données, mais en fait, il les donne une fois sur cinq quand je lui demande des données, quoi. Ensuite, il y a Global Forest Watch que la plupart des gens connaissent, qui est global, qui est ouvert et avec des détections annuelles, et puis les données du JRC aussi, exactement qui remonte encore plus loin que Global Forest Watch, remonte dans les années 90. Et je voulais juste souligner qu'on a aussi pas mal d'autres initiatives. Alors, je ne les ai pas mises dans le tableau parce que je ne les considère pas comme opérationnelles vraiment, mais par contre, on en a de plus en plus basées, par exemple, sur des différences de hauteur. Donc, ça nous donne ben, en fait, ça permet de suivre ben, les pertes de couverture forestière annuellement. Alors, ces méthodes-là, elles profitent surtout du fait qu'on ait beaucoup de données de hauteur, par exemple de lidar spatial JEDI ou de lidar aéroporté, qui permettent de nourrir des systèmes de deep learning, alors qui peuvent être basés sur des données optiques très haute résolution, du spot, du planète, voire des Sentinelle-1, Sentinelle-2. Et donc, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Alors, le système que j'appelle le système Sufosat, qu'on a développé dans le cadre du projet Sufosat, il utilise toutes les images Sentinelle 1A, et non pas 1B ni 1C, toutes les images du satellite 1A depuis 2018. Alors pourquoi seulement les 1A? Parce qu'en fait, on en avait largement assez, en fait, hein. Il y a tellement d'images sur la France. On a des pixels de taille de 10 mètres. On a un minimum mapping unit de 0,1 hectare. Donc ça veut dire que les plus petits objets que l'on détecte font 0,1 hectare. La fréquence d'update de la carte, bah, en fait, actuellement, elle est un peu sur demande, hein. On avait fait nos premières productions en octobre 2024. Bon, là, comme les gens nous demandaient pas mal, une update, on l'a fait en fin mars 2025. C'était la dernière. Et ça couvre pour l'instant toutes les détections de janvier 2018 à, donc, comme je le disais, pour l'instant, fin mars 2025. Et ce qu'on appelle clear cuts, donc coupe rase dans notre étude, c'est une coupe unique qui concerne une parcelle entière de forêt et qui précède sa régénération, puisque en France, la régénération, qu'elle soit naturelle ou que ce soit dans une plantation, c'est une obligation légale, hein. Donc ici, on ne peut pas parler de déforestation, bien sûr, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle coupe rase. Alors ça, c'est le diagramme qui résume la méthode. Bon, je ne vais pas aller complètement dans le détail parce que de toute façon, ça a été publié, mais en gros, pour résumer, comme je le disais, c'est basé sur les données Sentinel-1, donc données radar, avec des séries temporelles que l'on a traitées. Ensuite, on va adapter, on va optimiser une méthode qu'on avait déjà développée dans le passé, mais qu'on appliquait seulement sur les tropiques. C'est une méthode qui est basée, alors maintenant, elle est basée un peu de loin sur les travaux de Bouvet, parce que depuis, on a fait pas mal d'autres papiers, toujours avec Bouvet d'ailleurs, hein, il est toujours dans toutes nos études, hein, on travaille ensemble. Mais bon, en gros, l'idée, c'était un peu d'optimiser la méthode sur les forêts tempérées et ce qu'on a dû aussi faire sur les forêts tempérées, c'est masquer la neige et les feux. Voilà, parce qu'on voulait vraiment détecter que les couprages, c'est pour ça qu'on masquait les feux. Et la neige, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la neige, surtout quand elle est humide, ben, crée une perte de signal qui peut entraîner des confusions. En fait, on avait un peu de surestimation, de trop de détection. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la validation, on a utilisé presque 1000 données de référence de perte de couverture forestière, 967 exactement. Et on a aussi utilisé des données de référence de dépérissement de forêt. Bon, je vous en parlerai un petit peu après. Et aussi des cartes des cartes voilà, de forêt dépérissantes à cause des scolites. Et une fois qu'on a produit les cartes, on a aussi utilisé des données auxiliaires de hauteur, de tree cover density, des cartes de classification de conifères ou de forêts décidues et les essences, aussi des cartes d'essence pour en fait analyser tout simplement nos coupes rases versus toutes ces données-là, quoi, pour analyser nos cartes.
Alors, pour continuer dans la méthode, en ce qui concerne le masque de forêt, vous le voyez derrière en vert. On a utilisé un masque de forêt non forêt qui est basé sur la carte de Tree Cover Density du Copernicus Land Monitoring Service. Alors, pourquoi on a utilisé cette carte, hein, on a longtemps débattu sur ce choix-là. Bah, tout simplement parce que sur la France, les autres cartes à notre disposition, comme par exemple la carte OZO ou autres, hein, les cartes de l'hygiène, on les trouvait pas mieux. Et cette carte européenne, elle avait l'avantage d'être européenne, justement. Donc, c'est-à-dire que si on veut étant notre méthode à l'Europe, au moins, on pouvait utiliser cette même carte. En tout cas, elle a bien fait le job, quoi. En ce qui concerne la définition de la forêt qu'on a utilisée, on a utilisé, on a utilisé la méthode de pardon, la définition de la FAO, c'est-à-dire un tree cover plus grand que 10%. Voilà. Et on a utilisé aussi les cartes de type de forêt dominante toujours issus de Copernicus, donc c'est-à-dire les quarts de conifères et de forêts décidues pour faire nos analyses. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les données de référence, donc là sur la carte, ce sont les plots en rouge, hein. Vous voyez les données de référence de coupe rase. Donc, comme je le disais, on a défini 967 polygones de référence qu'on a dessiné en fait, hein, manuellement à partir d'images très haute résolution qu'on a obtenues grâce à Dynamis, grâce aussi aux séries historiques de Google Earth, grâce même aussi à des données haute résolution, enfin des données de sentinelle de à 10 mètres, hein, qui sont souvent très bonnes. En tout cas, sur les tropiques, elles sont aussi bien que les données planètes à 5 mètres de résolution. Voilà, même si on a une résolution qui n'est pas incroyable avec Sentinel-2, on a une qualité radiométrique vraiment très bonne. Bah, c'est que notre opinion, mais c'est ce qu'on a trouvé. Donc, dans ces données de référence, on a presque la moitié des polygones, ou 48%, qui sont sur des forêts décidues et 52% sur des forêts de conifères. Et on a 63% des polygones qui sont des polygones de coupe rase et 37% qui sont des polygones de forêts qui n'ont pas été coupées, en fait, ce qu'on appelle, nous, en général, les forêts intactes. Ça, c'est pour les données de référence. Ensuite, on a aussi utilisé des données de dépérissement. Donc là, ce sont les données que vous voyez en orange sur la carte. Alors, pourquoi on a utilisé des données de dépérissement? Parce que on voulait être sûr que ce qu'on détecte, c'est bien des coupes rases et pas des forêts dépérissantes. On voulait voir s'il y avait des confusions entre ce qu'on détecte et les forêts dépérissantes. Donc pour ça, on a utilisé 4530 plots de forêt de 20 arbres chacun, donc pour lequel a été appliqué le protocole d'Epéris, hein. Donc pour voilà pour classifier entre guillemets les parcelles forestières dépérissantes. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec Dépéris, mais en gros, bon, ces plots-là, enfin, en gros, dans Dépéris, on considère qu'une parcelle est dépérissante si plus de 20% de ces arbres ont plus de 50% de perte de canopée ou de branches mortes, ou alors, voilà. Ça, c'est des définitions du département de la santé des forêts. Et ce sont des plots en fait qu'on a eu grâce au projet Réconfort, qui ont utilisé dans le cadre d'une étude de Florian Mouret. Voilà. Et on a aussi utilisé des cartes de forêt dépérissantes à cause des scolites issu de la méthode de Forded, hein. Donc c'est Jean-Baptiste Ferré, celui qui a créé Forded, enfin celui qui participe fortement à l'initiative Forded qui a produit les cartes. Donc les codes Forded, ils sont accessibles sur le lien que je vous ai mis ici. Et on a fait l'analyse seulement sur une tuile, la 31 TEN, qui est située en Bourgogne-Franche-Comté. Alors pourquoi on a choisi cette tuile? Parce que on avait quand même 430 000 hectares de forêt et surtout parce que dans cette tuile, on avait pas mal voilà, d'épicéas et de conifères en général qui étaient susceptibles d'avoir été attaqués par des scolites, surtout en 2020 en fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'accuracy assessment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos 967 plots de validation et on a regardé les résultats en fonction d'un critère que je vais vous expliquer maintenant, qu'on appelle le facteur de correction, qui est comme une sorte voilà, le facteur de correction des seuils. En fait, nous, habituellement dans les tropiques, on a appliqué un double seuil
sur certains indicateurs issus de nos données radar. Alors aujourd'hui, bon, moi j'ai décidé de ne pas rentrer dans les détails parce que vous pouvez aller voir dans les papiers publiés la méthode dans ces détails et surtout parce qu'on n'a pas le temps en 20 minutes. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que dans la méthode qu'on utilise généralement dans les tropiques, on applique des seuils à différents niveaux. Et là, nous, on a appliqué un facteur de correction de ces seuils. Donc quand on a un, par exemple, c'est-à-dire que les seuils sont inchangés. Quand on a 1,1, bon, bah, on multiplie par 1,1 les seuils qu'on applique d'habitude. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on a 1,1 ou 1,2, ça veut dire qu'on est plus conservateur que les seuils qu'on applique d'habitude. On est un peu plus strict. Alors que quand on est à 0,8, on relâche au contraire nos seuils. Et là où je veux en venir, c'est que en gros, on a regardé quatre indicateurs statistiques qui sont le F1 score, le overall accuracy, la précision et le recall. Et ce qu'on peut observer ici, si on regarde par exemple la figure de gauche, c'est que plus on va vers des facteurs de correction conservateurs, plus le recall se casse la figure. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme la précision producteur. C'est-à-dire qu'on détecte moins de choses. Vous voyez? Mais en revanche, comme on détecte moins de choses, la précision, elle augmente, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de fausses alarmes. OK? On arrive à une précision proche de 100%. Donc là, à 100%, on a très peu de fausses alarmes. On détecte moins, mais on a moins de fausses détections. Voilà. Et nous, on a pris la décision dans le cadre de ce projet d'appliquer un facteur de correction par rapport à ce qu'on fait d'habitude de 1,15. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien nous dire, tiens, c'est drôle, on ne prend pas la valeur pour laquelle l'overall accuracy est le plus grand. Voilà. Nous, notre critère, c'était qu'on voulait plus de 80% de bonne détection avec un taux de fausse alarme le plus faible possible finalement. Voilà. Donc, une précision la plus élevée possible. Voilà, c'était notre critère à nous. Donc on obtient à la fin pour un facteur de correction de 1,15, une précision de 99,4%, donc assez peu de fausses alarmes, on espère, hein, et un recall de 80,9%. Alors évidemment, c'est basé sur 967 plots qu'on a essayé de... Vous les voyez en rouge, hein, ils reflètent seulement certaines régions. C'est pas parfait, c'est pas exhaustif, mais on a fait ce qu'on a pu, quoi. Alors, on a comparé Enfin, là, je continue un peu sur les calculs des statistiques. En fait, on a comparé ces statistiques avec d'autres systèmes dont je vous parlais avant, comme Global Forest Watch, le système allemand de TUM, de Senfenseidel, et le système INRAE. Alors, en ce qui concerne le Global Forest Watch, lui, avec les mêmes données de validation, les 967 plots, il a obtenu des valeurs de précision et de recall de 99,2% et 68,5%, ce qu'on a trouvé quand même assez bien, hein, parce que le système Global Forest Watch, il est global, hein, donc c'est quand même franchement pas mal. Alors, système annuel, hein, lui, c'est pas un système en continu. On a trouvé que lui, il fournissait des statistiques assez constantes sur les années, en tout cas au moins entre 2020 et 2023, et que c'était un système plus conservateur que le nôtre. Il y avait moins de détection. C'est pour ça que ce chiffre de recall est plus bas que le nôtre. Et en ce qui concerne Global Forest Watch, lui, a détecté 37% de nos détections et nous, on a détecté 78% des détections de Global Forest Watch. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc, on en a détecté quand même pas mal, hein, presque 80% des détections de Global Forest Watch. Ensuite, pour le système allemand. Alors lui, il avait aussi une très bonne valeur de précision, donc assez peu de fausses alarmes, mais il avait quand même moins de détection, hein, encore plus conservateur. Donc lui, il apparaît un peu moins exact que les autres systèmes. Lui, il détectait 35% de nos détections, alors que nous, on détecte 41% des détections de thunes. Donc ce qui est assez bas finalement quand même. Et ensuite, on a fait la même chose pour le système INRAE, hein, donc de Kenji Osé et Rémi Cresson. Alors, on a pu le faire seulement que sur quatre tuiles dans les forêts des Landes, bah, tout simplement parce que c'est un... En fait, normalement, on n'a pas le droit de les avoir, hein, donc c'est déjà chouette qu'on ait pu avoir ces quatre tuiles, on n'a pas pu en avoir plus. Voilà, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Alors, lui, par contre, le système INRAE, il a détecté plus de coupes que le nôtre. Voilà, là, vous avez le nombre d'objets. Mais ce qui est normal, puisque
il avait un minimum apionique plus petit, vous voyez, de 0,01 hectare, alors que nous, on n'a que 0,1 hectare. Mais même s'il détecte plus de zones, il détecte quand même moins de surface totale de clear cut. Vous voyez, il détecte beaucoup plus de tout petits objets, mais au total, nous, on détecte plus de surface. Voilà. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste un fait. Et en ce qui concerne les agreement numbers, encore une fois, donc 48% de, de nos détections sont détectées par l'INRAE et nous, on détecte 58% des détections INRAE. Voilà, donc ça montre que les deux systèmes, à mon avis, à notre avis, pourraient quand même être assez complémentaires. On a, on dirait que, voilà, on détecte pas forcément toujours les mêmes choses. Et c'est un peu normal aussi parce que c'est basé sur les données optiques INRAE, alors que nous, ce sont les données radar. Voilà. Et on n'a pas pu valider vraiment la carte de l'INRAE, puisqu'encore une fois, on n'avait que 4 tuiles. Voilà, alors ça, c'est un peu le résumé de ce que nous, on a obtenu. Alors là, c'est la carte que de 2020 à 2023. Alors je suis désolé, on ne l'a pas encore mise à jour avec les données 2024-2025, mais je pense pas que cette carte aurait une tête très très différente, hein. Voilà, alors ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une carte de chaleur. Alors, en fait, là, l'échelle de couleur, elle signifie que, en fait, quand on a high, ça veut dire qu'on a 100% de probabilité de trouver au moins 1 hectare de coupe rase dans un carré de 6 km, enfin, dans une zone de surface de 6 km². Voilà. Alors, c'est juste une façon de représenter les données, bien sûr, hein. Alors, on peut faire la même chose avec les forêts décidues et les forêts de conifères. Alors, peut-être je vous laisse juste une dizaine de secondes pour les regarder. Comme ça, je finis mon café en attendant. Voilà, donc évidemment, beaucoup de conifères dans les Landes, aussi dans le Grand Est. Enfin, on retrouve un peu, bien sûr, les grands patterns, hein, des régions avec plus de conifères ou plus de décidus, etc. Mais bon, c'est toujours intéressant à regarder. Et alors, bon, alors ça, je vous le montre, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça, on l'a pas publié, hein. En général, je le montre seulement dans des slides, mais alors ça porte mal son nom, hein. Ce ne sont pas des pertes de carbone, puisque comme on l'a dit au début, on a de la régénération quasiment systématiquement après les coupes rases, hein. Donc c'est juste en fait un équivalent carbone des coupes rases qu'on observe. Voilà. Donc nous, on a tout ce qu'on a fait, en fait, c'est croiser les coupes rases avec les cartes de biomasse de Morin et Toll 2023. Voilà. Alors, c'est une carte de chaleur qui ressemble un petit peu finalement aux cartes du dessus, hein, des coupes rases, donc probablement parce que les coupes sont en général assez homogènes en hauteur et voilà, pour des essences données. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que pourquoi je montre cette carte quand même, pourquoi j'en parle, parce qu'on a vu des augmentations d'équivalent carbone. Faut que j'enlève ce terme carbone loss là. D'équivalent carbone entre 2020, 2021 et 2023, voilà. Alors que on observait, quand on a écrit le papier, que les pertes de forêt étaient plutôt, enfin les coupes rases étaient plutôt stables. Voilà. Et ça, c'était particulièrement vrai pour les forêts décidues. Voilà. Donc, alors est-ce qu'on s'est demandé si les forêts coupées étaient pour ces années-là, étaient plus importantes, plus avec des forêts plus avec plus voilà, avec plus d'équivalent carbone, des forêts peut-être plus voilà, grosses. Ouais. Et ça, c'était une tendance qu'on a observée dans 9 des 3 régions françaises. Bon. Alors, on a obtenu, bien sûr, enfin, les cartes de coupe, on les a mises en ligne. Alors, comme le site web, il est un peu compliqué à écrire, je mets un petit QR code en général. Voilà, on n'avait pas de sous pour faire une plateforme digne de ce nom, donc on l'a mis sur un Google Earth Engine. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je peux peut-être vous montrer vite fait. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est ça. Donc, quand vous arrivez sur le site web, vous voyez bien le site web, voilà. Bon, si jamais vous ne le voyez pas, vous me dites. Voilà, on a mis. Voilà, donc les cartes actuelles, elles vont de 2018 à 2025. Vous avez on a mis quelques petits raccourcis. Voilà, on s'est amusé à mettre quelques raccourcis, mais vous pouvez vous amuser à zoomer, dézoomer. Voilà,
On a mis des zones, bon, ça c'est à côté de Toulouse, alors évidemment on l'a mis parce qu'on aime bien se balader là le week-end, même si c'est pas la zone la plus intéressante. Mais voilà, on s'est... bon, bah, en tout cas, vous pouvez vous balader dedans. Les couleurs, ça représente les années, mais par contre, comme on a des détections continues, si vous cliquez dessus, vous avez quand même la date de coupe qu'on estime avec Sentinel-1 qui s'affiche, hein, la date de coupe. Donc là, par exemple, on a une coupe qu'on a estimée au 20 mai 2022. Voilà, vous avez vraiment une date associée à chaque coupe. Et puis, si vous allez sur le Zenodo, là, et ben voilà, c'est une nouvelle version. On avait fait une première version de Zenodo, mais maintenant c'est une nouvelle version. Voilà, on est désolé, il y a une autre version qui fonctionne plus. Euh, Vous pouvez ici télécharger les géotifs correspondants. Voilà. Voilà. Alors pourquoi c'est revenu au début ça? Ouais. Ah oui, t'as raison, ouais. Voilà. Donc en fait ici ce sont simplement des zooms hein, issus des cartes. Ça c'était quand on avait fait l'étude l'an dernier, donc là ça va que 2020-2023. À l'époque on n'avait pas fait jusque 2025. Voilà, donc un exemple sur les Landes en haut, euh, un exemple dans la région d'Orléans ici. Ça, ce sont des agrégations annuelles, donc c'est assez joli. Un exemple sur les peupliers, hein, quand même, parce qu'on était assez axé peuplier avec David dans le projet. Et puis dans la région des Vosges, ici en bas. Alors, ça, c'est les statistiques de début 2018 à fin 2024, donc les statistiques annuelles sur toute la France métropolitaine pour les forêts de conifères et les forêts décidues conifères en vert foncé. Alors, bon, en général, un système d'alerte basé sur les données radar avec des détections continues, nous, on trouve que c'est pas forcément fait pour faire des statistiques annuelles. C'est plutôt fait pour détecter assez rapidement les coupes rases. Mais bon, quand même, pourquoi pas les calculer, hein. Alors, nous, quand on a calculé ces statistiques, on s'est posé des questions. Par exemple, pourquoi on avait beaucoup moins de détections en 2018 et en 2024 par rapport aux autres années? Voilà, si jamais quelqu'un a des explications, ça nous intéresse. On ne pense pas que c'est dû à notre système. On ne voit pas vraiment de raison. On voit aussi plutôt une tendance à la baisse hein, depuis 2020, de 2020 à 2024, même si on avait quand même pas mal de coupes en 2020, 2021. En fait, de 2019 à 2022, hein, finalement, c'est assez stable, hein, ça baisse ensuite, hein. Voilà. Avec quand même globalement voilà, des coupes. Conifères feuillus. Ensuite, on peut regarder la même chose, mais donc toujours par année, mais aussi par région et toujours encore une fois par type, par grand type de forêt, donc conifères et feuillus. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite de ces statistiques, alors je vais probablement pas vous apprendre grand-chose, mais c'est toujours intéressant d'exploiter les, euh, les images qu'on a obtenues grâce au projet. Donc, ce qu'on observe toujours tout de suite, bon, bah, c'est bien sûr énormément plus de coupes rases en Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est normal avec la forêt des Landes, aussi beaucoup dans le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, alors, la Corse, c'est la région avec le moins de coupes, et aussi assez peu en Île-de-France. Et puis, si on veut vraiment voir les tendances entre conifères et feuillus par région, bah là, je vais changer d'échelle. Au lieu de mettre toujours la même échelle, on peut mettre une échelle différente pour chaque région, finalement, optimisée pour chaque région. Et là, on peut voir, donc, par exemple, qu'en Corse, on a quasiment pas de conifères, on a principalement des feuillus, hein, bien sûr. En Nouvelle-Aquitaine, on a quand même une majorité, enfin une majorité faible, hein, c'est presque moite-moite, mais quand même un petit peu plus de conifères. Euh, et puis voilà, bon, pareil pour le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis certaines régions où on a presque finalement des coupes rases que presque que dans les feuillus, et aussi parce qu'il y a surtout des feuillus dans cette région. Alors ensuite, comme c'est un système basé sur le radar, bah, on s'est amusé un petit peu à regarder l'évolution. Alors là, je crois que c'est mois par mois. Alors on a des détections tous les 15, on met tous les 15 jours, mais là c'est mois par mois.
Et donc là, c'était assez sympa de regarder ça avec le CNPF où il nous expliquait un peu ce qu'on observait, hein. Vous avez en rouge les détections totales, en vert foncé les conifères et puis en vert clair les feuillus. Alors, donc on observe en général, hein, deux pics en février, un en février-mars et un en juin-juillet, donc ce qui était d'après le CNPF complètement logique, hein. En général, on a des récoltes plutôt à la fin de l'hiver ou au printemps, mais quand on a trop de, quand on a trop de, voilà, quand on a trop d'eau, de précipitations, etc. Parfois, quand ça abîme les sols, on a un décalage de ces récoltes un peu plus tard, voire en été. Donc c'est ce qu'on observe un peu dans les deux pics. Et puis là où on a le moins de détection, bon bah c'est complètement logique, c'est entre octobre et janvier, dû à des températures plus basses, des précipitations, parfois la présence de neige, hein, même si en France c'est quand même assez, c'est pas une énorme problématique. Voilà. Et les tendances étaient assez similaires entre les conifères et les feuillus. Bon, bah, ça nous a permis de montrer qu'on avait des résultats logiques, qu'on détectait pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, ça a un peu conforté nos résultats et puis on trouvait ça intéressant. Alors, bien sûr, on peut regarder ça encore une fois par région. Alors là, bon, c'est un petit peu écrasé quand on met la même échelle partout. Mais par contre, on peut aussi euh, avoir une échelle différente pour chaque région. Donc là, bon, les figures sont un peu petites, hein, mais c'est un peu intéressant. C'est quand même assez intéressant. On voit qu'on a, par exemple, en Centre-Val de Loire, hein, vraiment des pics avant 2021, 22, et puis ensuite vraiment des valeurs plus basses, mais toujours en général ce double pic. Voilà. Alors, c'est pas systématique quand même. Il y a des années où on a un pic, mais bon, bref. En tout cas, grosso modo, pour les deux pics, on l'a observé un peu partout. Alors, on s'est aussi amusé à regarder les coupes rases dans les forêts publiques et dans les forêts privées. Alors, bien sûr, en France, il y a plus de forêts privées que de forêts publiques, euh, même, enfin, trois fois plus à peu près. Mais en gros, on avait quand même beaucoup plus de coupes dans les forêts privées en jaune que dans les forêts publiques. Alors là, vous pouvez voir quand même pas mal de coupes dans les forêts publiques, enfin pas mal relativement aux autres régions dans le Grand Est ou dans la Bourgogne-Franche-Comté. Bon, bien sûr, dans les régions, on a énormément de propriétés de forêts privées. Effectivement, logiquement, on a beaucoup plus de coupes dans les forêts privées. Voilà. Donc, nous, ce qu'on avait trouvé dans cette étude, en gros, c'est qu'on a en moyenne en France 7 fois plus de coupes dans les forêts privées par rapport aux forêts publiques, alors que alors que la surface des forêts privées est seulement 3 fois plus grande que celle des forêts publiques. Bon, c'est un résultat somme toute assez logique, hein. Alors ensuite, on a regardé la taille, les statistiques liées aux tailles des coupes rases dans toute la France métropolitaine et par région. Alors ça aussi, c'était assez intéressant à regarder parce que on pouvait en conclure plusieurs choses. Alors d'abord, premièrement, on en a conclu que les tailles étaient de façon assez surprenante, globalement assez petites. Voilà, on avait obtenu, en tout cas au moins pour les statistiques 2020-2023, des valeurs médianes de environ 0,5 hectares. Donc ça veut dire que la moitié des coupes rases est inférieure à 0,5 hectares. Donc ce qui était plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que beaucoup de coupes rases sont assez petites et donc à moins d'impact, à globalement moins d'impact en termes environnementaux, biodiversité, etc. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors par contre, on détecte aussi quand même un nombre qui n'est pas négligeable de coupes rases qui sont plus grandes que 10 hectares, ce qui, à notre connaissance, est pas légal. Voilà, donc ça aussi, c'était un résultat assez intéressant. Donc là, vous avez toutes les statistiques par région. Vous voyez que, alors c'est une échelle logarithmique, attention, hein. Vous voyez qu'on est souvent avec là une moyenne inférieure à 1 hectare et comprise entre 0,5 et 1 hectare.
Alors ensuite, on s'est aussi amusé à regarder la distribution des coupes rases par type par essence en fait. Donc pour les essences, on a utilisé la carte la baie des forêts, la baie des forêts, la V2 de l'IGN, qui considère voilà, qu'on a une essence, enfin, qu'une parcelle a une essence, est constituée d'une essence si on a plus de 75% de la canopée voilà, qui est dominant, quoi. Donc on a, là encore, ce sont des résultats assez logiques, mais on a une majorité de coupes rases sur les pins maritimes, et puis en deuxième position, les épicéas, et puis les peupliers, ensuite les chênes, etc. Voilà, donc ça, ce sont les statistiques qui ont été recalculées pour toutes les coupes rases de 2018 à 2025. Voilà. Donc tu as vu, David, hein, on a tout refait finalement avec toutes les données, toutes les coupes rases de 2018 à 2025, hein. On a étendu l'analyse, on est passé de 2020-2023 à 2018-2025 et on a tout recalculé, quoi. Voilà, alors là, on a aussi ajouté ça à l'analyse, c'est les statistiques des coupes rases dans les zones ZPS et ZSC, donc voilà, les zones Natura 2000. Alors là, je vais pas m'étendre là-dessus. Je le montre pas toujours. Là, je vous le montre à vous parce qu'on s'est dit peut-être vous pourriez nous aider à analyser ces résultats. Parce que nous, on s'y connaît pas beaucoup en fait en zone Natura 2000, ZPS, ZSC. Donc si jamais il y en a qui sont très très familiers avec ça, on peut en discuter après. Mais voilà, on s'est dit tiens, on va regarder les coupes rases dans ces zones-là. Alors, on a un nombre non négligeable de coupes rases dans ces zones-là, mais c'est somme toute assez logique, puisque on a quand même pas mal de zones rouges, hein, sur la carte de gauche, ZPS et ZSC. Voilà, là, je rentre pas dans l'analyse du graphe, mais. Et pour terminer la présentation, là, je vous montre les résultats des confusions entre les coupes rases et les détections de dépérissement. Alors là, ce ne sont pas les détections de dépérissement, ce sont des données de référence de dépérissement, comme je vous montrais au début. Les plus de 4000 plots euh, faits avec le protocole Dépéris qu'on a obtenu grâce au projet Réconfort. Donc, vous voyez ici la distribution des plots in situ de dépérissement en fonction des essences, hein. Donc le chêne, le hêtre, etc., le châtaignier. Vous avez donc ça, ce sont des plots de forêt dépérissantes, mais qui n'étaient pas coupés, hein. Il n'y avait pas de coupe rase à ce moment-là, quand ils ont été sur le terrain. Donc normalement, idéalement, ici, on ne devrait pas détecter, nous, de coupe rase sur ces plots. Donc ça, ce sont le nombre de plots de dépérissement que nous, on a détectés en coupe rase. Donc ça représente ces chiffres-là, par exemple, en pourcentage de nombre de plots dépérissants. Donc, au total, j'ai pas mis le total là. Ouais. Oui, voilà. Ben non, j'ai pas mis le total, mais j'ai pas mis le résultat final. Mais en gros, c'était assez faible, hein. En fait, on a assez peu, vous voyez les pourcentages à droite de surface de forêt dépérissante détectées comme des coupes rases. Donc, en fait, on avait peu de confusion entre les plots in situ de dépérissement et nos coupes rases. Donc, en fait, on était content avec ces résultats. Donc ça veut dire que nous, nos cartes de coupe rase, ce sont principalement des coupes rases, mais ça veut dire aussi que les cartes de dépérissement, qui elles ont certaines confusions avec les coupes rases, ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont ceux qui font les cartes de dépérissement, bah, peuvent être améliorées en croisant leurs cartes de dépérissement avec nos cartes de coupe rase justement. Et enfin, cette fois, c'est un peu la même étude, mais là, on ne parle plus de plots de dépérissement in situ, on parle des cartes de dépérissement for dead, hein, des attaques de scolytes. Donc là, on est censé avoir forcément des données de dépérissement un peu moins exactes que des plots in situ, mais en gros, on avait 2400 hectares identifiés par la méthode for dead. Enfin, pardon, euh, pardon. Alors, en gros, à un moment donné,
En fait, on a regardé les détections de dépérissement Fordhead et les coupes rases, et on voit qu'à ce moment donné, on avait 1,9% de détection de Fordhead que l'on a détecté comme nous, comme des coupes rases, 7,5% en 2021, 18,3% en 2022, et au total, on a 6,2% de confusion entre nos coupes rases et les cartes Fordhead. Donc c'est plus élevé que les plots in situ. Voilà. Donc, alors, on a essayé d'interpréter ce chiffre. Alors, Jean-Baptiste Ferré, il nous expliquait que euh, c'était très, très possible qu'il y ait aussi des problèmes liés voilà, comme je disais, aux cartes Fordhead. Par exemple, au fait que Fordhead détecte à la fois des dépérissements et des coupes rases, hein. C'est basé sur une détection d'anomalies du spectre Sentinel-2. Donc, les anomalies ne sont pas forcément dues uniquement qu'au dépérissement. Alors, quand même, sur la zone qu'on a étudiée, on a assumé que Fordet détectait principalement des dépérissements, enfin des attaques de scolytes, parce que à ce moment-là, on a visé une tuile particulièrement, une zone géographique particulièrement affectée par les attaques de scolytes, à un moment donné où on avait beaucoup d'attaques de scolytes. Donc, mais quand même, ces 6,2%, c'est certainement un chiffre un peu surestimé. Voilà. Et ces chiffres-là augmentent avec le temps, c'est complètement normal. C'est parce on avait beaucoup de coupes sanitaires qui suivaient ces attaques de scolytes. Donc, nous, forcément, à 2 ans après, presque toutes ces zones détectées par Forded, on les détecte, nous, comme coupes rases parce qu'il s'agissait de coupes sanitaires. Voilà. Donc, pour conclure, on a développé un nouveau système de coupe rase qu'on appelle en général sulfoxate, qui est nouveau, qui est précis, bon, bien sûr jusqu'à un certain point, hein, il n'est pas du tout parfait, hein. Et en tout cas, nous, on pense qu'il peut être complémentaire avec les données in situ de coupe rase, qui sont, je pense par exemple aux inventaires forestiers nationaux en France. Forcément, c'est complémentaire, et l'IGN le disait lui-même, qui peut être complémentaire aussi avec le système national qui existe déjà de l'INRAE et, euh, et qui va permettre, à notre avis, de diminuer aussi les confusions des cartes existantes de forêts dépérissantes, voilà, en croisant ces deux sources de données. Et aussi, bah, qui nous permet de calculer plein de statistiques qu'on a trouvées intéressantes. Voilà, vous pouvez retrouver tous les détails sur la méthode, les statistiques associées, etc. dans cette publication. Voilà, le papier était publié l'année dernière. Il est accessible à tous, hein, il est ouvert. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions plus tard, vous pouvez toujours m'écrire un mail.